Bienvenue à vous dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, le ministre Raymond Tshibanda de la République démocratique du Congo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. Merci de nous accueillir. Alors, vous avez des questions, des phrases, des mots, des expressions qui sont cachées sous cette plaquette et vous allez devoir découvrir et lire à voix haute la première, s'il vous plaît. Je vous en prie. Quel état des lieux faites-vous de vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda? Bien. Je pense que pour quiconque connaît l'histoire de nos relations avec ces deux pays voisins, je dirais qu'elles sont aussi bonnes qu'elles puissent être aujourd'hui. Ce sont des États voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons traversé une période difficile pendant laquelle ces États s'étaient, il faut le dire, rendus coupables d'agression contre la République démocratique du Congo. Mais beaucoup d'eau est passée sous les ponts depuis. Nous avons réussi à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo avec l'implication des communautés économiques régionales et des Nations Unies. Je pense que tout le monde a été rappelé à l'ordre et qu'aujourd'hui, ils sont astreints à respecter la loi internationale. Et c'est dans ce cadre que nous avons tous signé l'accord cadre que nous disons d'Addis Abeba. Je pense que depuis, avec notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, nous avons aujourd'hui des relations qui sont proches de la normale. Proches de la normale. Oui. Et vous trouvez que les engagements sont respectés? Bon, la République démocratique du Congo tient ses engagements. Mais pour les autres, justement, ce sont vos relations avec les autres. Je commence par dire que nous nous comportons de manière responsable face aux engagements souscrits et nous les respectons scrupuleusement. Nous en appelons à ce que les autres fassent de même. Je pense qu'il y a un net effort par rapport à la situation antérieure, mais il y a encore, je dirais, quelques préoccupations, particulièrement en ce qui concerne, je dirais, l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que sur ce terrain-là, il y a encore beaucoup à faire. Je dirais que nous ne sommes qu'au début du processus, parce qu'on n'a pas constaté de fléchissement dans cette activité illégale, et nous savons tous que les pays de transit sont les pays voisins de l'Est. On va en reparler un peu plus tard dans cette interview. Concernant l'aspect sécuritaire, les attaques par exemple de FDLR se poursuivent, on en entend parler encore, des forces rebelles ougandaises également, enfin présumées ougandaises, attaquent, voire régulièrement d'ailleurs, la frontière et la République démocratique du Congo. Alors comment on peut développer des relations diplomatiques solides avec des pays qu'on accuse parfois de tenter de déstabiliser le vôtre? Vous savez, les relations internationales sont ici faites. Nous ne sommes pas devant une situation d'appui ouvert au mouvement insurrectionnel, au mouvement rebelle qui cause des problèmes à nos populations dans l'est du pays. Nous avons des situations que nous sommes en train de gérer en ce moment. Quand on parle des FDLR, il s'agit de rebelles rwandais qui avaient trouvé refuge chez nous à la faveur de la grande migration consécutive aux problèmes que ce pays avait connus et qui s'est installé dans l'est de notre pays. Nous avons pris en tant que République démocratique du Congo l'engagement de mettre fin à l'existence de ce groupe parce qu'il porte énormément préjudice aux populations congolaises, il participe à l'exploitation illicite de ressources congolaises et il est un point de friction avec la République du Rwanda. Nous sommes en train de travailler à cela. Nous avons fait d'énormes progrès dans la neutralisation de ce groupe. Il y a encore du travail à faire, mais je puis affirmer que les résultats obtenus à date sont plus que satisfaisants. Bon, ne vous y êtes pas, la MONUSCO par exemple, vous a un peu tourné le dos? La MONUSCO, oui, c'est un secret de polichinelle que pour le moment, ces opérations sont conduites par les forces armées de la République démocratique du Congo seule, sans l'appui de la MONUSCO. Ce n'est pas du fait de la République démocratique du Congo. La MONUSCO a décidé de suspendre sa coopération aux forces armées de la République démocratique du Congo pour des raisons qui lui sont propres. Nous avons respecté cette décision, mais nous estimons que les forces armées de la République démocratique du Congo ont la capacité de mener à bien ces opérations
Et les résultats que nous enregistrons sont là pour le prouver. À l'heure actuelle, Monsieur le ministre, vous êtes seul envers et contre tous? La sécurité d'un pays est de la responsabilité de ceux qui gouvernent le pays. C'est la responsabilité du peuple de ce pays. Nous avons le meilleur allié que nous puissions avoir, le peuple congolais. Il est derrière ses forces armées, il est derrière son chef de l'État, il est derrière son gouvernement, parce qu'il voit ce qui a été accompli au cours de 5, 6, 7 dernières années. Ils ont vu leur armée monter en puissance. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mis en déroute et qui ont neutralisé le M23, qui a jouissé de l'appui que vous connaissez. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de procéder à la neutralisation des FDLR et des ADF. Les résultats sont là. Je pense que les forces armées de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 3 ou 4 ans. Nous n'avons pas de problème. Ces groupes auxquels que nous sommes en train d'essayer de neutraliser ne sont pas de foudre de guerre et ils ne font pas peur. Nous savons que nous pouvons mettre fin à leur existence. Vous pensez? J'en suis convaincu. Plaquette suivante, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Pétrole, gaz, or, diamant. Ce sont quelques-unes des richesses de votre pays, on l'a évoqué un peu plus tôt. Alors justement, toutes ces richesses-là, on a parlé de commerce illicite, de richesses congolaises, de pierres précieuses notamment. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment pouvez-vous agir pour y mettre fin? Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est un processus, je dirais, de longue haleine. Vous savez, comme toute maladie, elle s'installe peut-être rapidement, elle se retire lentement. Je pense que le point de départ, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. C'est fait. Ensuite, il faut mettre en place un cadre légal, un cadre réglementaire approprié. C'est fait pour certains de ces produits, c'est en cours pour d'autres. Il y a quelques années, notre administration était complètement par terre. À la suite des réformes qui ont été opérées au cours des 10 dernières années, nous avons de nouveau une administration qui fonctionne. Il faut des relations avec les États voisins qui permettent de convenir des instruments qui viennent en appui à la législation nationale et qui permettent de contenir la fraude. Nous y travaillons très activement au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il y a des instruments qui ont été négociés. Et une fois que ces instruments sont négociés et signés, il faut maintenant les mettre en œuvre. Alors, les discussions sont en cours entre les administrations douanières des différents pays et cela se fait avec le concours notamment du COMESA. Les mécanismes qui sont en train de se mettre en place progressivement vont certainement amener à une réduction progressive de l'exploitation illégale de ressources naturelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et bien entendu, s'il se trouve des acteurs étatiques dans la région qui continuent à prêter le flanc à ce genre de comportement, nous ferons actionner la loi internationale. Il faut cependant que la souveraineté de notre pays sur ces ressources soit reconnue. Il faut que cependant ceux qui veulent participer à la mise en valeur de ces ressources acceptent de se soumettre aux lois de la République démocratique du Congo. En dehors de ça, il n'est pas possible. Dans tous les cas de figure, vous savez, l'exploitation illégale, la contrebande, la violation de la loi, c'est aussi vieux que le monde. Mais c'est pour cela que, précisément, il y a des États, il y a des lois. À chacun de faire respecter ces lois en usant de tous les moyens disponibles. La République démocratique du Congo est déterminée à le faire. Et la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, qui a retrouvé, je dirais, les moyens de sa politique, y compris sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, saura se faire respecter. On a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue et qu'on n'en sort pas de cette situation. Vous savez, c'est ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan économique. C'est ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan, je dirais, politique. Ce qu'on disait de la situation du Congo sur le plan sécuritaire. Parce qu'on parle parfois de malédiction de l'or noir, mais là, il n'y a pas que l'or noir. Il y a l'or noir, le diamant, l'or. Vous avez trop de richesses. Nous sommes déterminés à transformer tout cela en ce à quoi c'est destiné. C'est plutôt une bénédiction pour ce pays. Une bénédiction? Oui, je suis optimiste. Parce que je crois en mon pays, je crois dans la solidité des institutions de mon pays, je connais la vision du chef de l'État que nous avons, mais je connais aussi la détermination du peuple congolais. Quand il sait que ses intérêts sont menacés, il sait se mettre debout et se faire respecter. Question joker, Monsieur le Ministre, pour clôturer enfin cette interview. Il y a quelque temps, vous m'aviez dit qu'il fallait que je vienne au Congo, que je fasse un état des lieux. Et je suis heureux que vous l'ayez fait. On se dit qu'effectivement,
il y a des infrastructures qui sont construites, il y a des projets, des lois. On essaie de mettre en place un cadre juridique, légal, des institutions qui fonctionnent, mais que cela n'est pas suffisant, que le niveau de vie de la population n'est pas ce qu'il devrait être, que dans certains quartiers, l'accès à l'eau, à l'électricité est encore utopique, que l'accès à l'éducation n'est pas toujours garanti. On se dit aussi, avec toutes les richesses que le Congo a, comment peut-il être dans cette situation? Cette situation, c'est un lourd héritage que nous avons hérité de la gestion précédente. Il est vrai que ça fait quelques années que nous sommes à la manœuvre sous la direction du chef de l'État. Mais quand on connaît la profondeur du trou au fond duquel se trouvait la République démocratique du Congo, je pense qu'on relativise les choses. Il faut beaucoup pour non seulement remonter à la surface, mais commencer à sortir la tête de l'eau. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que quand nous regardons rétrospectivement où nous en étions, nous sommes fiers de là où nous sommes. Mais le chef de l'État est un être insatisfait de manière permanente, parce que la vision qui est là pour le pays est telle qu'il ne s'arrêtera pas que quand effectivement tous les Congolais pourront se sentir bien chez eux, pourront accéder à ces services de base auxquels vous faites allusion. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, il y a quelques années, pour une ville de plus de 10 millions d'habitants, pour le transport, on dépendait des petits bus vieillots, fruits je dirais, de la générosité de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, on a non seulement une voirie en bon état, largement, on continue à travailler, mais aussi des bus comme on trouve dans les autres pays. Qui ont fait l'objet de polémiques aussi. Vous savez, la polémique... L'acquisition de ces bus. Écoutez, moi, je laisse chacun mettre de ce qu'il raconte, mais il faut savoir qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Moi, je constate qu'en termes de service à la population, il y a une nette amélioration sur ce terrain-là. Comment voulez-vous que les gens puissent aller au travail? Comment voulez-vous que les enfants puissent aller à l'école? Comment voulez-vous que les membres des familles puissent aller obtenir de soins dans un hôpital s'ils ne peuvent pas se déplacer du point A au point B? Mais comment expliquer donc l'impopularité du gouvernement qui est grandissante tout de même? Bon, attendons voir. Vous savez, l'impopularité, ça dépend comment ça se mesure. Il ne suffit pas de parler à quelques personnes au coin d'une rue pour en tirer la conclusion que le gouvernement est impopulaire. Je ne pense pas que le peuple congolais est aveugle. Si vous me dites qu'il le souhaite davantage, je dirais, je le sais, je le comprends. Merci à vous, Monsieur le ministre Raymond Tshibanda, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.